on sait faire le diagnostic depuis 1993. Par une prise de sang, on peut faire un diagnostic génétique, donc on ne peut pas se tromper. C'est une rare maladie, on ne se trompe pas. La deuxième chose, c'est qu'on a organisé un réseau pour le suivi de cette maladie. Et ce réseau utilise au niveau mondial la même échelle d'évaluation pour la motricité, les formes intellectuelles, les troubles du comportement et même les capacités des patients. Si bien qu'on a une banque de données mondiale pour l'instant en Europe de 10 000 patients et qui va être de 30 000 patients au niveau mondial d'ici une dizaine d'années. Donc il y a un suivi de l'évolution naturelle de la maladie auquel participent presque tous les patients et souvent leurs conjoints ou même des gens qui ont envie de participer. Donc on connaît pas mal de choses et ce qu'on a appris, et ce qui est quelque chose de très important dans ces dernières années, c'est que la génétique n'explique pas tout. Être porteur du gène dit que vous allez un jour avoir la maladie de Huntington si vous ne mourrez pas d'autre chose. Mais par contre, il ne dit ni la forme de la maladie que vous allez avoir, ni la durée d'évolution, ni même l'âge de début. Le gène n'explique que 40 à 60% de l'âge de début. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre et de variabilité où on va pouvoir intervenir et aider les patients. Et probablement cette marge, c'est lié peut-être à d'autres gènes, mais aussi à l'environnement. Donc on va travailler sur l'environnement et on va pouvoir améliorer l'état des patients. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Et donc la notion selon laquelle, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on disait c'est inexorable, il n'y a rien à faire. Maintenant, on dit non, il y a quelque chose à faire. Et on va jouer sur cette part qui n'est pas génétique et qui n'est pas déterminée par le gène. L'environnement, c'est tout ce qui ne va pas être votre génétique. Ça va être vos relations conjugales, ça va être le hobby que vous avez, la marche à pied 1 heure par jour, le fait d'aller à la passer à la ligne, le fait de se sentir bien, c'est-à-dire de se faire plaisir, d'être capable de se faire plaisir. C'est quelque chose que les patients vont oublier pendant un certain temps. Le fait de bien dormir, 1 milliard de choses qui font que les gens vont se sentir mieux. Par exemple, les patients tombent, on leur fait faire de la kinésithérapie ou du tai chi chuan, ça marche très bien. Du coup, ils vont pouvoir lutter contre leurs propres symptômes et même s'améliorer. La rééducation orthophonique empêche d'avaler de travers. Il n'y a pas de médicament qui le permet, mais la rééducation le permet. Et on a des traitements pour les symptômes qui permettent d'éviter que les gens bougent ou pour calmer la dépression ou calmer les idées délirantes quand il y en a. Donc on va pouvoir soulager les patients. Il va falloir identifier avec les patients quel est le fantôme qui leur fait peur, c'est-à-dire contre quoi ils se battent, c'est-à-dire quelle est la représentation qu'ils ont de la maladie, et ensuite reprendre avec eux cette représentation, leur expliquer ce qu'est réellement la maladie en général, en essayant de les mettre un petit peu à distance de leur famille et du regard négatif qu'ils ont sur cette famille. Et puis ensuite, on va commencer à travailler au quotidien, chaque détail du quotidien, pour améliorer la vie des gens. Et le fait est, c'est qu'en général, en 2 ans, mais 2 ans c'est beaucoup, on va réussir à faire en sorte qu'un patient aille mieux. Et donc, au lieu qu'on ait un déclin systématique, on va améliorer les choses grâce à la prise en charge. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement marqué. Et même à un stade avancé de la maladie, grâce au séjour en rééducation, par exemple, on va pouvoir transformer la vie d'un patient. Par exemple, un patient qui n'arrive plus à marcher, qui commence à ne plus arriver à marcher, après 1 mois de rééducation, peut recommencer à marcher. Donc, ce n'est pas un détail. C'est quelque chose d'important et de concret. Il n'existe pas à l'heure actuelle de centre dédié à la prise en charge de la maladie de Huntington, à de rares exceptions près. C'est-à-dire il y a le centre de référence Huntington, quelques centres de compétences, et nous avons des conventions avec 9 maisons d'accueil spécialisées et l'hôpital Marin d'Andaille, qui lui, justement, a développé une structure spécialisée pour recevoir des patients ayant la maladie de Huntington, pour organiser des séjours de rééducation et de répit. Et c'est un des rares centres en France comme ça qui le fasse, ce qui permet de soulager les familles et de les maintenir le plus longtemps, de maintenir les patients le plus longtemps possible à domicile. Donc ce genre de structure est très rare. Il va y avoir de nouvelles maisons d'accueil spécialisées qui vont être construites pour la maladie de Huntington. 2 sont en chantier à l'heure actuelle. Et il y a une structure qui manque absolument, qui n'existe pas malheureusement, mais qu'il faudrait concevoir. C'est qu'un des problèmes de la maladie de Huntington, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils ont des troubles du comportement, mais aussi des troubles intellectuels, mais aussi des troubles moteurs. Et trouver des structures qui acceptent, lorsqu'un patient est très agité ou très violent, d'accueillir ce patient alors qu'il a des troubles moteurs ou des troubles intellectuels, c'est très difficile. Traditionnellement, ce sont les psychiatres qui devraient les voir, mais les patients ne sont plus acceptés en psychiatrie parce que les chutes, par exemple,
ou les troubles moteurs ou les troubles intellectuels les rendent difficiles à gérer puisque les psychiatres ne sont pas forcément équipés pour ça. Donc en fait, il n'existe pas de structure cognitive, comportementale et motrice qui permettent d'accueillir ces patients. Et ce serait, je pense, un grand progrès de pouvoir créer ce type de structure pour accueillir des patients qui ont plusieurs choses à la fois.